Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs de blé doré, où le vent murmurait des secrets anciens au milieu des épis mûrs, naquit et grandit Jacques. C'est dans une modeste maisonnette de bois, dont les planches craquaient au rythme des saisons, qu'il apprit la vraie signification de l'amour, dans les mains calleuses de sa mère. Marie, femme au visage serein et au regard profond, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie de sacrifice, et, dans son cœur, la légèreté de qui connaît la valeur des choses simples. Chaque matin commençait avec l'odeur du pain fait maison que Marie préparait dans le vieux four à pain. Ses doigts, marqués par le temps et le travail, pétrissaient la farine, l'eau et le sel, transformant ces ingrédients modestes en une nourriture qui nourrissait autant le corps que l'âme. Jacques observait ce rituel quotidien d'un œil curieux, sans comprendre pleinement que ces gestes contenaient des leçons qui, un jour, vaudraient ni plus que n'importe quel trésor matériel. « Mon fils », disait Marie en partageant le petit déjeuner à la table de bois rustique, « souviens-toi toujours que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il porte dans son cœur. » Les mots résonnaient dans la pièce modeste, se mêlant au chant des oiseaux derrière la fenêtre et au bruit lointain des villageois déjà partis travailler au champ. En grandissant, Jacques aidait sa mère dans les tâches ménagères et dans le petit potager où il cultivait des légumes. La sueur perlait sur son front juvénile, tandis qu'il arrachait les mauvaises herbes sous un soleil implacable. Marie, à ses côtés, lui enseignait les secrets de la terre, les meilleures saisons pour chaque semence, la patience nécessaire pour récolter au moment opportun. « La vie est comme ce potager, mon fils, disait-elle d'une voix douce. Elle exige un soin permanent, de la patience et de la foi pour traverser les tempêtes. Les soirs d'hiver, lorsque le froid pénétrant s'infiltrait à travers les fissures de la maison et que la cheminée crépitait en projetant des ombres dansantes sur les murs, Marie racontait de vieilles histoires. Elle parlait d'hommes ayant troqué la vraie félicité pour des illusions passagères, de rois qui, bien qu'entourés de richesses, mouraient dans la solitude, et de villageois modestes qui trouvèrent des trésors inestimables dans la simplicité de leur quotidien. Jacques écoutait avec attention, enveloppé dans des couvertures rapiécées, tandis que son regard brillant se perdait dans les flammes et que son imagination s'aventurait au-delà de ces collines qui, pour lui, figuraient la limite du monde. Au fil des ans, Jacques changea peu à peu. Les récits des voyageurs qui s'arrêtaient parfois au village évoquaient des villes lointaines, où l'on vivait dans de grandes maisons de pierre, où l'on portait des étoffes fines et où l'on pouvait acheter tout ce que l'on désirait. Ces récits semèrent en lui une graine d'inquiétude, qui germa lentement en ambition et en mécontentement. Parvenu à l'âge adulte, Jacques ne voyait plus la beauté dans la simplicité de son environnement. Les champs, autrefois dorés, lui semblaient désormais n'être que de la terre battue, et la maison où il avait grandi, avant chaleureux refuge, n'était plus à ses yeux qu'une masure précaire, témoin de sa pauvreté. Quant à sa mère, Marie, avec ses habits usés et ses mains rêches, elle était devenue pour lui l'emblème d'une vie qu'il voulait à tout prix laisser derrière. Par un après-midi gris, alors que de lourds nuages annonçaient un orage minant, Jacques révéla enfin ses projets à sa mère. « Je pars pour la ville, maman. Je ne peux plus vivre ainsi, enfermé dans cette vie sans perspective. Je mérite mieux. Je veux davantage. » Les mots jaillirent durs, comme des pierres, lancées sur un lac calme, troublant la surface paisible qui régnait encore entre eux. Marie ne pleura pas, contrairement à ce qu'il avait imaginé. Son regard, durci par le temps, demeura stable, bien qu'une ombre de douleur l'eût momentanément obscurci. « Si c'est ce que ton cœur désire, mon fils, je ne serai pas celle qui t'en empêchera. Mais souviens-toi, quand le grand monde te semblera trop vaste, la porte de cette maison te restera toujours ouverte. » Elle lui remit alors un petit paquet de provisions pour la route et une bourse en cuir contenant les quelques pièces qu'elle avait mises de côté au fil. Des ans, Jacques partit sous la pluie qui commençait à tomber, laissant derrière lui des traces de pas vite effacées par l'averse. Il ne se retourna pas pour voir sa mère immobile sur le seuil, ni pour remarquer les larmes qui coulaient finalement sur son visage ridé, se mêlant aux gouttes glacées. Son cœur était trop occupé par des rêves de gloire et de richesse pour ressentir le poids de cet adieu. Le voyage jusqu'à la ville fut éprouvant,
des jours de marche dans la boue, des nuits passées à l'abri d'un arbre ou dans une grange, abandonnée. Mais lorsqu'il aperçut enfin les tours et les toits majestueux se détachant dans le ciel, Jacques eut la certitude que tous ses sacrifices avaient été payants. La ville était tout ce que les voyageurs avaient décrit, et même, plus, un univers de possibilités, de couleurs et de sons à en donner le vertige. Grâce aux quelques pièces que sa mère lui avait confiées, il loua une petite chambre dans une pension située dans un quartier éloigné du centre. Les premiers jours, il déambula dans les rues, fasciné par les vitrines, les voitures élégantes, les passants bien vêtus qui marchaient d'un pas décidé. Il y régnait une frénésie qui contrastait avec le rythme lent et prévisible de son village. Bientôt, Jacques trouva du travail comme aide dans une boutique de tissus fins. Le propriétaire, M. Augustin, un homme d'âge mûr au regard perçant, flaira le potentiel du jeune provincial. Il était robuste, travailleur et, surtout, avide de réussite. « Tu as l'air de vouloir grimper les échelons, mon garçon », lui dit le commerçant en lui montrant les différents types de tissus. « C'est bien. Cette soif de réussite te mènera loin. » Jacques absorba chaque enseignement avec une avidité sans borne. Il apprit à reconnaître la qualité d'un textile, à négocier avec les fournisseurs, à flatter les riches clients. Il étudia avec attention comment les hommes d'affaires s'habillaient, parlaient, se comportaient. Le soir, dans sa petite chambre, il s'exerçait devant un miroir fendu à reproduire les gestes et les expressions repérées dans la journée. Les mois devinrent des années. Grâce à sa détermination, à son intelligence et à sa capacité d'apprentissage, Jacques s'éleva rapidement. Impressionné par ses compétences, M. Augustin le promut gérant de la boutique. Ses habits simples cédèrent de la place à des tenues élégantes, son accent campagnard s'effaça. Ses manières rustiques se polirent. Vu de l'extérieur, c'était un autre homme. En son fort intérieur, la transformation était encore plus profonde. Jacques se mit à fréquenter les cercles mondains les plus huppés, invité par des clients fortunés qui appréciaient sa compagnie et son flair pour les affaires. Dîners sophistiqués, bals somptueux. Il s'y déplaçait avec une aisance calculée, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde. Si quelqu'un l'interrogeait sur ses origines, il mentait sans ciller. « Je viens d'une famille de négociants du Nord. Mes parents sont décédés quand j'étais encore jeune, me laissant un petit héritage que j'ai su faire fructifier. » Répété à l'envi, la tromperie finit par sonner vrai à ses propres oreilles. L'image de Marie, avec sa robe simple et ses mains gercées, se trouvait repoussée dans les recoins sombres de sa mémoire, tel un fantôme gênant d'un passé qu'il préférait ignorer. C'est au cours d'une de ces réceptions mondaines que Jacques rencontra Isabelle, fille unique de l'un des hommes les plus influents de la ville. Elle incarnait la beauté la plus raffinée. Cheveux noirs comme la nuit, peau blanche comme la porcelaine, yeux verts pénétrants. Son rire cristallin et sa culture impressionnèrent Jacques dès le premier instant. Mais au-delà de cela, son nom et sa fortune représentaient la clé ultime de l'ascension sociale dont il rêvait. Ils se revirent de plus en plus souvent, toujours dans des cadres luxueux. Jacques dépensait une partie substantielle de ses revenus en cadeaux onéreux et en restaurants exclusifs, bien décidé à conquérir le cœur de la riche héritière. Isabelle paraissait sincèrement charmée, mais son père, M. Richard, homme d'affaires avisé, conservait une réserve prudente. « Il y a en toi quelque chose que je n'arrive pas à cerner, jeune Jacques, » lui dit-il un jour, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est comme si tu jouais un rôle en permanence. » Ces mots troublèrent profondément Jacques, mais il s'efforça de les chasser de son esprit en se persuadant qu'il saurait prouver sa valeur et obtenir une acceptation pleine et entière. Sa relation avec Isabelle s'épanouit, et moins d'un an après leur rencontre, ils annoncèrent leur fiançailles. La nouvelle fut célébrée par une fastueuse réception dans la demeure de M. Richard, rassemblant toute l'élite de la ville. Au milieu des coupes de cristal, de la musique d'orchestre et des conversations feutrées, Jacques se sentit enfin victorieux. Observant le luxe environnant et la belle fiancée à son bras, il s'imagina avoir tout ce qu'il avait toujours désiré. Pourtant, une inquiétude insondable persistait en lui, tel un gravier dans la chaussure, impossible à ignorer complètement. C'est ce même soir, alors qu'il s'éloignait brièvement des invités pour respirer dans le jardin,
que Jacques fit une rencontre qui bouleversa le cours de sa vie. Assis sur un banc de pierre, à demi dissimulé par une vigne fleurie, se trouvait un vieillard qui ne collait pas à l'opulence de la fête. Ses vêtements, quoique propres, étaient simples et son visage creusé de rides rayonnait d'une sérénité contrastant avec l'effervescence ambiante. La soirée est agréable, n'est-ce pas, Jacques? La voix du vieil homme était douce et musicale, avec un timbre qui semblait aller au-delà de la surface des choses. Surpris d'être interpellé par un inconnu, Jacques répondit prudemment. « En effet, êtes-vous un membre de la famille de ma fiancée ?» Le vieux sourit, un sourire qui éclairait tout son visage. « Non, je ne suis de la famille de personne ici. Je m'appelle Élie. Disons que j'observe la vie et que je suis parfois envoyé pour rappeler à certains ce qu'ils ont oublié. » Il y avait dans le regard de cet homme quelque chose qui mettait Jacques mal à l'aise, comme si ses yeux pouvaient transpercer les couches soigneusement édifiées de sa nouvelle identité. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Élie se leva lentement, s'appuyant sur une canne en bois poli. « Viens, marchons un peu. Ce jardin est magnifique, tu ne trouves pas? Il me rappelle, en plus domestiqué, les collines de ton village. » Le cœur de Jacques s'emballa. Comment ce vieil homme pouvait-il connaître son village natal? « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je suis né dans le Nord, dans une famille de négociants ?» l'interrompit Élie avec bienveillance. « Non, Jacques, tu es né parmi les collines verdoyantes, fils de Marie, une femme aux mains calleuses et au grand cœur, qui guette encore aujourd'hui à sa fenêtre la silhouette du fils parti depuis si longtemps. » Un frisson parcourut Jacques. Il se sentit mis à nu, vulnérable, comme s'il se trouvait soudainement exposé devant tous les convives. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous tout cela? » « Je te l'ai dit, je ne suis qu'un messager. » Élie posa la main sur l'épaule de Jacques, et aussitôt une étrange chaleur se diffusa dans son corps. « Je suis là pour te transmettre un message, une leçon dont tu as besoin avant qu'il ne soit trop tard. »« Je n'ai pas besoin de leçon d'un inconnu, » répliqua Jacques, tentant de reprendre contenance. « Surtout pas ce soir, le soir de mes fiançailles. C'est précisément pour cela que je suis venu, » reprit Élie. Ses yeux brillaient comme s'ils portaient à la sagesse de plusieurs siècles. « Parce que tu es sur le point d'ériger ta vie sur des fondations de sable, une vie bâtie sur la négation de ce que tu es véritablement. » Jacques voulut s'éloigner, revenir vers l'agitation rassurante de la fête, s'échapper des paroles troublantes de ce vieil homme, mais ses pieds semblaient rivés au sol. La voix d'Élie se fit plus grave. « La honte que tu ressens pour tes origines agit comme un poison lent, Jacques. Elle ronge ton âme jour après jour. Elle te sépare de la seule personne qui t'a aimé sans condition. Tu troques l'authentique pour le faux, l'éternel pour l'éphémère. »« Vous ne comprenez pas, » protesta Jacques, la voix teintée, d'une émotion qu'il ne parvenait plus à contenir. « Je devais fuir cette vie. Elle ne m'offrait aucun avenir, rien d'autre que la misère et les limites d'un village perdu. »« Et as-tu trouvé le bonheur ici, dans le luxe et les apparences ?» demanda Élie en désignant de la main la demeure illuminée. « Ton cœur est-il vraiment en paix? Ou bien ce vide grandit-il de jour en jour, que ni l'argent ni le faste ne parviennent à combler ?» Ces mots touchèrent Jacques au plus profond de lui. Ce vide, il le reconnaissait. Il était bien réel, une présence constante qu'il tentait de dissimuler sous un labeur acharné et des divertissements coûteux. « Que voulez-vous que je fasse ?» finit-il par demander d'une voix tremblante. « Que tu te souviennes, Jacques. Que tu te souviennes de qui tu es, de l'amour qui a nourri tes premières années, des leçons apprises à la table modeste de ta mère. » Élie s'approcha, sa voix presque un murmure. La véritable grandeur ne consiste pas à renier ses racines, mais à les honorer. Elle ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la culture de tes vertus. Elle ne s'épanouit pas dans l'admiration d'inconnus, mais dans l'amour de ceux qui te connaissent vraiment. Une image se matérialisa brusquement dans l'esprit de Jacques. Sa mère, à genoux dans le jardin, lui apprenant à planter des graines. Marie lui expliquait que chacune contenait un miracle, un potentiel infini qui nécessitait du soin et du temps pour s'épanouir. « Comme ces graines, mon fils, disait-elle, tu portes en toi des possibilités infinies. L'essentiel, c'est que tu grandisses en direction de la lumière, quelles que soient les ténèbres autour de toi. » Ce souvenir, aussi vif que s'il venait de se produire,
arracha des larmes aux yeux de Jacques. Il tenta de les ravaler, mais l'une d'elles glissa sur sa joue rasée de frais. « Il est trop tard », murmura-t-il, comme pour lui-même. « J'ai déjà construit une vie ici. Je ne peux pas tout abandonner. Je ne te demande pas de tout abandonner, simplement d'être vrai, » répondit Élie. « La vérité libère, Jacques. Le mensonge, si séduisant soit-il, est toujours une prison. » Depuis la fête, on entendait des rires et la musique, rappelant à Jacques la vie qu'il s'était forgée, sa fiancée qui l'attendait. « Je dois y retourner, » dit-il, essuyant maladroitement la larme solitaire. Élie acquiesça, compréhensif. « Vas-y, mais emporte mes paroles avec toi. Sache que nous ne nous quittons pas pour toujours. » Alors que Jacques se retournait pour rejoindre la réception, une brise légère effleura son visage. Il voulut saluer Élie une dernière fois, mais lorsque son regard se reporta sur le banc de pierre, le vieil homme avait disparu, comme s'il s'était évanoui dans l'air nocturne, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment été là. Troublé, Jacques revint à la fête, mais quelque chose avait changé en lui. Les sourires lui semblaient creux, les conversations superficielles. Isabelle, remarquant son air pensif, lui demanda s'il allait bien. « Je suis juste fatigué », répondit-il d'un ton mécanique, un sourire forcé aux lèvres. Ce soir-là, dans son luxueux appartement, Jacques ne trouva pas le sommeil. Les mots d'Élie résonnaient, entrelacés de souvenirs refoulés. L'odeur du pain de campagne de Marie, le son de son rire dans le potager, la sécurité qu'il ressentait enfant en s'endormant sous son regard bienveillant. Les images de son enfance simple, mais pleine de tendresse, contrastaient douloureusement avec la solitude qu'il éprouvait à présent, malgré le confort et l'admiration dont il jouissait. Les jours suivants furent un véritable supplice. Il essayait de se concentrer sur les préparatifs du mariage, sur les affaires, sur la vie mondaine, mais l'angoisse qu'il ressentait ne cessait de croître. Les avertissements d'Élie sur les fondations de sable résonnaient de plus en plus fort. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau de la boutique, un client entra avec un colis. « C'est pour vous », dit l'homme, déposant le paquet sur le bureau. Avant que Jacques ait pu le remercier ou s'enquérir de son expéditeur, l'homme était déjà reparti. Curieux, Jacques ouvrit le paquet. À l'intérieur, il trouva un petit pain encore tiède, qui libéra un arôme aussitôt familier, celui du pain que sa mère préparait autrefois. Il y avait aussi un billet, écrit d'une écriture élégante. Certaines fins ne se comblent pas avec des festins. Élie, les mains de Jacques tremblaient. Il porta le pain à son nez, respirant profondément cette odeur qui le ramenait au matin de son enfance. Sans réfléchir, il en arracha un morceau et le goûta. La saveur si simple, et pourtant si réconfortante, provoqua en lui une vague d'émotions impossible à réprimer. Seul dans son bureau, il se mit à pleurer comme il ne l'avait plus fait depuis qu'il était enfant. Cet instant fut le point de départ d'un profond retour sur lui-même. Jacques commença à remettre en question chaque aspect de la vie qu'il avait construite. Sa relation avec Isabelle, fondée en partie sur un mensonge, sa réussite professionnelle, née de la négation de son passé, son bonheur apparent, réduit à un artifice soigneusement entretenu. Les jours suivants, il chercha Élie dans toute la ville. Places, églises, marchés, interrogeant passants et commerçants à propos d'un vieil homme à la canne en bois poli. Personne ne semblait le connaître. Comme s'il n'avait été qu'une apparition, un envoyé venu d'ailleurs pour le tirer de son illusion. Au cours de ses pérégrinations, Jacques se retrouva un jour devant la cathédrale. Obéissant à une impulsion inexpliquée, il entra dans l'imposant édifice. À l'intérieur, la fraîcheur et le silence régnaient, traversés par des faisceaux de lumière colorée filtrant à travers les vitraux. Il s'assit sur un banc, se laissant envelopper par la quiétude du lieu. Là, sous la voûte ancestrale, Jacques prit conscience du vide qui le rongeait. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence de sincérité dans sa vie actuelle, mais surtout du manque de cet amour inconditionnel qu'il avait connu durant son enfance. Un amour qui n'exigeait ni élégance ni fortune, qui ne s'émouvait pas des apparences ou des possessions, mais qui simplement existait, immuable, comme le lever du soleil. Saisi d'une clarté soudaine, Jacques sut ce qu'il devait faire. Il se leva et quitta la cathédrale d'un pas ferme, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Le lendemain matin,
il demanda à parler à Isabelle en privé. Dans le jardin, le même où il avait rencontré Élie, il lui révéla enfin la vérité sur ses origines, la maisonnette dans les collines, la mère qu'il avait abandonnée, la honte qu'il avait ressentie face à la pauvreté de sa famille. « Je comprendrais que tu veuilles annuler nos fiançailles, » conclut-il, incapable de la regarder en face. « J'ai bâti notre relation sur un mensonge, et tu mérites bien mieux. » À sa grande surprise, Isabelle ne montra ni colère ni déception. Elle caressa doucement son visage, l'obligeant à croiser son regard. « Jacques, ce qui m'a fait t'aimer n'a jamais été ta prétendue naissance ou ta fortune. C'est la bonté que je perçois en toi, même si tu t'acharnes à la cacher. » Ses yeux verts brillaient de sincérité. « Mais tu as raison sur une chose. On ne peut pas construire un avenir sur des mensonges. Tu dois d'abord réconcilier ton présent avec ton passé pour que nous puissions avancer ensemble. » Ces mots, si compréhensifs et pourtant si fermes, renforcèrent la décision de Jacques. Il lui fallait retourner au village, faire face à l'abandon qu'il avait infligé à sa mère, implorer son pardon pour avoir eu honte d'elle et de tout ce qu'elle représentait. Dans les jours qui suivirent, il organisa ses affaires pour s'absenter un temps. Monsieur Augustin, bien que surpris de découvrir ses véritables racines, se montra compréhensif. « Je me doutais qu'il y avait un mystère derrière toi, mon garçon, » reconnut le vieux commerçant. « Vas-y, fais ce que tu as à faire. Tu auras toujours ta place ici à ton retour. » Le voyage de retour vers le village différait beaucoup de celui qu'il avait effectué autrefois. Cette fois-ci, il voyageait dans un certain confort, mais son cœur était plus lourd. À mesure que la route le rapprochait de chez lui, son angoisse grandissait. Comment sa mère l'accueillerait-elle? Pourrait-elle lui pardonner ces années de silence et d'indifférence? Et si elle était malade, ou pire encore? Lorsqu'il aperçut enfin les collines familières, une émotion indescriptible l'envahit. Le village semblait plus petit que dans son souvenir, plus simple, et pourtant plus vivant. Les couleurs paraissaient plus éclatantes, l'air plus pur, le ciel plus bleu. C'était comme s'il voyait tout pour la première fois, ou plutôt, pour la première fois avec clarté. La voiture de location attira bien sûr les regards des habitants. Quelques visages lui rappelèrent des souvenirs, vieillis par les années, d'autres lui étaient inconnus. Personne, cependant, ne semblait reconnaître dans cet homme élégant le jeune Jacques parti autrefois sans se retourner. Le cœur battant à tout rompre, il remonta le sentier de terre qui menait à sa maison d'enfance. De loin, il remarqua que peu de choses avaient changé. Le toit conservait quelques tuiles cassées. La vieille clôture penchait toujours. La cheminée laissait s'échapper un filet de fumée, signe que quelqu'un préparait à manger. S'arrêta devant la porte, paralysé l'espace d'un instant par la peur et l'impatience. Rassemblant tout son courage, il frappa 3 coups, comme lorsqu'il rentrait de l'école autrefois. Le temps sembla se figer tandis qu'il attendait. Enfin, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette plus petite que dans son souvenir, voûté par les ans, mais avec le même regard perçant, celui qui lui avait toujours semblé sonder son âme. « Maman !» Le mot s'échappa dans un souffle. Marie s'immobilisa un instant, parcourant des yeux le visage de son fils, reconnaissant au-delà des changements imposés par le temps et la vie citadine. Puis, sans prononcer le moindre mot, elle ouvrit les bras. Jacques s'y précipita comme un naufragé qui retrouve enfin la terre ferme. L'odeur familière de sa mère, un mélange d'herbes, de pain frais et d'amour, l'enveloppa totalement. Les larmes qu'il avait si longtemps refoulées jaillirent, trempant l'épaule de la robe simple de Marie. « Pardonne-moi, maman », sanglota-t-il, ses mots étouffés par les pleurs. « Pardonne-moi de t'avoir renié, d'avoir eu honte de toi, de notre vie. » Marie se recula légèrement, juste assez pour plonger son regard dans celui de son fils. Ses propres yeux étaient embués, mais ils brillaient d'une compréhension infinie. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu devais trouver ta voie, découvrir par toi-même ce qui compte vraiment dans la vie. » « Comment peux-tu dire ça ?» s'étonna Jacques, incrédule devant tant de bonté. « Je t'ai abandonné, j'ai renié nos racines, j'ai eu honte de l'amour que tu m'as donné. » Marie sourit, un sourire empli de toute la sagesse du monde. « L'amour véritable ne dresse pas la liste des erreurs, mon enfant.
Il attend, patiemment, comme les saisons. Elle prit ses mains, observant comme elles étaient différentes. Plus douces, les ongles soigneusement entretenus, mais y reconnaissant encore les lignes de son fils. Et puis, je n'ai jamais vraiment été seul. Elle le fit entrer. Dans la maison, l'intérieur était resté tel qu'il s'en souvenait. Simple, propre, chaleureux. La vieille table de bois trônait toujours au milieu de la cuisine, recouverte d'une nappe brodée. Et assis là, en train de siroter un thé dans une tasse ébréchée, se trouvait Élie. « Vous » s'exclama Jacques, stupéfait. Le vieil homme lui adressa un sourire bienveillant. « Bienvenue chez toi, Jacques. Ou devrais-je dire bienvenue à la maison. » Marie, les regardant tour à tour, parut perdue. « Vous connaissez ?» « D'une certaine façon, » répondit Élie en se levant. « Disons que nous nous sommes rencontrés dans un jardin, un soir où Jacques avait besoin qu'on lui rappelle quelques vérités essentielles. Cet après-midi-là, autour de la table, ils discutèrent longuement. Jacques raconta sa vie en ville. Isabelle, la boutique, sans plus rien taire ni dissimuler, reconnaissant enfin l'héritage précieux des enseignements maternels. Marie, de son côté, lui expliqua comment s'étaient repassées toutes ces années sans lui, sans cesser un instant de guetter son retour par la fenêtre, sans changer quoi que ce soit dans sa chambre. « La foi est ainsi, mon fils, dit-elle simplement. On continue d'espérer, même quand les yeux ne voient plus rien. » Élie resta silencieux la plupart du temps, observant mère et fils avec indulgence. À la tombée de la nuit, alors, que Marie s'activait pour préparer le dîner, Jacques put enfin lui poser la question qui le hantait. « Qui êtes-vous vraiment, Élie? Comment saviez-vous où me trouver? Comment connaissez-vous ma mère ?» Le vieil homme sourit, ses yeux brillants à la lueur de la lampe. « Il existe bien des mystères en ce monde, Jacques, des choses qui dépassent notre entendement. Disons simplement que je suis envoyé pour aider ceux qui se sont égarés à retrouver leur chemin. »« Un ange, alors ?» demanda Jacques, mi-sérieux, mi-amusé. Élie laissa échapper un rire étonnamment jovial. Les mots ne sont que de pauvres étiquettes pour tenter de décrire ce qui nous échappe. L'important n'est pas qui je suis, mais le message que je porte. Jacques voulut insister, mais Marie revint avec un ragoût fumant, le même qu'elle cuisinait jadis lorsque le froid transperçait les murs de la maison. Cette odeur si familière éveilla en lui une foule de souvenirs, lui rappelant à quel point ses racines étaient solidement ancrées dans cette terre simple. Tout au long du dîner, Jacques observa sa mère avec un regard nouveau. Les rides sur son visage n'étaient pas des signes de pauvreté ou de faiblesse, comme il l'avait cru autrefois, mais les marques d'une vie de persévérance et de dévouement. Chacune d'elles renfermait une histoire d'amour, de sacrifice et de sagesse discrète. Comment avait-il pu un jour s'en sentir honteux? Le lendemain, Jacques insista pour laver la vaisselle, un geste simple qui prit pour lui une dimension quasi sacrée. Ses mains, jadis endurcies par le travail à la ferme, s'étaient adoucies au fil des années citadines. Il sentit l'eau, chaude et la vaisselle usée par le temps, la même qui avait servi durant son enfance. Avant l'aube suivante, Élie disparut. « Il est parti très tôt », expliqua Marie, voyant que Jacques le cherchait. Selon lui, sa mission ici était accomplie. « Sans même dire adieu ?» demanda Jacques, déçu. Marie eut un sourire indéfinissable. Ceux de son genre ne disent presque jamais adieu. Ils restent en nous à travers les graines qu'ils sèment dans nos cœurs. Les jours suivants s'écoulèrent dans une douce redécouverte. Jacques aida aux travaux de la ferme, bavarda longuement avec sa mère, reprit les rythmes du village. Chaque jour, il sentait la carapace de son identité factice se fissurer, révélant l'homme façonné par l'amour et les leçons d'autrefois. Les soirs, assis devant la maison, sous un ciel constellé, Marie contait des histoires du village, des joies et des peines qui avaient marqué son absence. Jacques l'écoutait attentivement, conscient désormais de tout ce qu'il avait perdu, en reniant une vie qu'il jugeait insignifiante. Une semaine après son arrivée, il reçut une lettre d'Isabelle. Les mains légèrement tremblantes, il ouvrit l'enveloppe parfumée. « Cher Jacques, j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais en renouant avec tes racines. Tu me manques, mais je comprends l'importance de ce retour. Lorsque tu seras
Après, je serai là, impatiente de rencontrer ta mère et de découvrir l'endroit qui t'a vu naître et grandir. Avec tout mon amour, Isabelle. » Les mots réchauffèrent à ton cœur. La compréhension d'Isabelle, son désir de connaître ses origines, était un cadeau inespéré. Jacques avait craint qu'une fois confrontée à la vérité, elle renonce à leur projet. Au lieu de cela, elle faisait preuve d'une bienveillance qui renforçait encore ses sentiments pour elle. Ce soir-là, il parla longuement avec sa mère. « Je dois retourner en ville, maman. J'ai des responsabilités là-bas, et il y a Isabelle. » Marie acquiesça, l'air tranquille. « Je sais que tu ne peux pas rester éternellement. Ta vie est là-bas maintenant. J'espère seulement que tu ne m'oublieras plus jamais. »« Plus jamais, » promit Jacques avec ferveur. « Et je veux que tu viennes avec moi. Je ne peux pas te laisser seule. » Les yeux de Marie s'agrandirent de surprise. « Vivre en ville ? Oh non, mon fils. Ma place est ici, sur cette terre qui a nourri des générations de notre famille. Et si je trouvais une maison non loin de la ville, avec un grand jardin pour que tu puisses cultiver tes légumes et tes fleurs, nous nous verrions souvent et tu ne serais pas isolé. » Marie resta songeuse un moment. « Faisons autrement, » dit-elle enfin. « Vis ta vie en ville avec ta fiancée. Continue ton travail. Moi, je resterai ici, là où est ma vie. Mais promets-moi de venir me voir régulièrement, sans plus jamais éprouver de honte. »« Je te le jure, » répondit Jacques, serrant les mains ridées de sa mère dans les siennes. « Et je promets aussi que je construirai avec Isabelle une maison de campagne près d'ici, pour que nos futurs enfants connaissent l'amour de leur grand-mère et apprennent les mêmes leçons que tu m'as transmises. » Les yeux de Marie s'embuèrent lorsqu'elle imagina des petits-enfants courant sur ces mêmes collines. « Cela me comblerait de bonheur, mon fils. » La veille de son départ, Jacques s'assit à la table de la cuisine et écrivit une longue lettre à Monsieur Richard, le père d'Isabelle. Il y relatait sans phare son enfance modeste, ses mensonges, ses remords, et son intention de fonder à présent son avenir sur la vérité. « Je ne suis pas le fils de riches négociants, » écrivait-il, « mais d'une femme dont l'amour et la sagesse valent plus que n'importe quelle fortune. Si cela me rend indigne de la main de votre fils à vos yeux, je m'y soumettrai. Mais sachez que quelles que soient mes origines, j'aimerai Isabelle avec la même constance que celle dont ma mère m'a toujours témoigné. » Au matin du départ, Marie prépara le café préféré de son fils et empaqueta des provisions, tout comme elle l'avait fait ce jour où il était parti vers la ville. Cette fois pourtant, l'adieu était empreint d'amour et d'une complicité renouvelée plutôt que de honte et de fuite. « Prends ceci avec toi, » dit Marie en lui tendant un petit ballot. Jacques découvrit à l'intérieur un carré de tissu brodé, découpé dans l'une de ses couvertures d'enfance, pour te rappeler d'où tu viens, même quand tu seras loin. Les larmes aux yeux, Jacques serra sa mère contre lui, ressentant au creux de son cœur toute la puissance et la tendresse qu'il avait vu grandir. « Je reviendrai bientôt, » promit-il. « Et cette fois, j'amènerai Isabelle. » En s'éloignant, il aperçut Marie debout sur le pas de la porte. Il n'éprouvait plus la moindre honte, seulement de la gratitude et un amour immense. La leçon divine transmise par Élie avait pénétré au plus profond de son âme. La vraie grandeur ne consiste pas à renier nos racines, mais à les honorer. Elle ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la culture de nos vertus. Elle ne s'épanouit pas dans le regard admiratif d'étrangers, mais dans l'amour de ceux qui nous connaissent vraiment. De retour en ville, Jacques trouva Isabelle qui l'attendait avec impatience. En la voyant, il réalisa que son affection pour elle s'était affermie durant leur séparation, devenant plus sincère et plus mûre. Il lui raconta en détail la réconciliation avec sa mère, les leçons apprises et l'apparition d'Élie. « J'ai très envie de rencontrer ta mère, » dit Isabelle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Je veux découvrir à la fois la terre qui t'a vu naître et la femme qui t'a appris la vie. » Monsieur Richard, contre toute attente, répondit à la lettre de Jacques par un mot bref mais chaleureux. « L'honnêteté est la base de toute relation durable, en affaires comme en famille. Ta sincérité tardive mais courageuse en dit plus long sur ton caractère que n'importe quelle richesse. Ma fille a fait le bon choix. » Au fil des mois, Jacques vécut une transformation profonde dans tous les domaines. Dans les affaires,
il renonça aux pratiques douteuses pour respecter une éthique rigoureuse, même si cela signifiait gagner moins. Dans sa vie mondaine, il laissa de côté les faux-semblants et entretint des amitiés fondées sur des intérêts et des valeurs authentiques. Quant à sa relation avec Isabelle, elle gagna en profondeur et en intimité, portée par la vérité et la vulnérabilité. Fidèle à sa promesse, Jacques emmena Isabelle au village. La rencontre entre les deux femmes les plus importantes de sa vie fut immédiate et profonde. Isabelle, élevée dans le confort et le raffinement, se montra touchée par la sagesse simple de Marie, par ses connaissances des plantes médicinales, par ses histoires imprégnées d'enseignements. Le mariage eut lieu à l'automne, une célébration unissant deux univers, l'élégance urbaine et la sincérité de la campagne. À la demande de Jacques, la cérémonie se déroula au village sous un dais de feuilles dorées, avec Marie occupant une place d'honneur. Monsieur Richard, initialement réticent à l'idée de quitter son univers feutré, se laissa finalement séduire par l'authenticité et l'hospitalité des villageois. Comme promis, Jacques et Isabelle firent construire une maison de campagne non loin de celle de Marie. Le week-end et pendant les vacances, ils fuyaient l'agitation de la ville pour retrouver le calme et la simplicité du village. Ils y puisaient la force de faire face aux épreuves urbaines, en restant connectés à leurs valeurs profondes. 1 an après leur mariage, Isabelle mit au monde une petite fille qu'ils prénommèrent Élise, en hommage au messager qui avait changé le cours de la vie de Jacques. Marie, devenue grand-mère, transmit à l'enfant les mêmes leçons qu'elle avait offertes à son fils, perpétuant ainsi une chaîne ininterrompue de valeurs et d'amour. Lorsque Élise eut 3 ans, par un bel après-midi de printemps, la famille profita d'un pique-nique sur les collines. Jacques observait sa mère enseigner à sa fille comment reconnaître les fleurs sauvages, comme elle l'avait fait avec lui autrefois. Isabelle, installée près de lui à l'ombre d'un pommier en fleurs, posa sa tête sur son épaule. « Es-tu heureux ?» murmura-t-elle. Jacques contempla la scène devant lui, sa mère et sa fille, côte à côte dans l'herbe, un lien d'amour palpable entre elles. Les collines douces qu'il avait un jour jugées insuffisantes, et qu'il voyait à présent comme un paradis chargé de simplicité. Le ciel immense au-dessus, témoin silencieux de son parcours. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répondit-il avec sincérité. « J'ai fini par comprendre que la vraie richesse était là depuis le début, attendant simplement que j'aie la sagesse de la voir. » À ce moment-là, du coin de l'œil, il aperçut un mouvement. Tournant la tête, il distingua la silhouette familière d'un vieil homme tenant une canne, les observant de loin. Élie leur adressa un léger signe de la main avant de s'éloigner et de se fondre peu à peu dans le paysage. Jacques ne songea pas à le suivre. Il savait désormais que la leçon était apprise, le cycle achevé. La honte qu'il avait ressentie, pour ses origines, laissait place à une gratitude profonde. Le dédain de la simplicité avait fait place à la reconnaissance de sa splendeur. Et l'ambition vaine s'était muée en un but authentique. Ainsi entouré de l'amour de sa famille, sous le même ciel qui avait autrefois été témoin de son départ, Jacques comprit pleinement la grande leçon divine. L'essence de « la vie ne se jauge ni à l'aune des biens acquis, ni à celle du statut social, mais à notre aptitude à aimer et à être aimé sans détour, à honorer nos racines et à nourrir des vertus qui transcendent l'éclat éphémère du monde matériel. »